Comment mener un projet en intelligence artificielle et comment réussir son projet en intelligence artificielle? C'est le sujet qui nous réunit sur le plateau de West Industries pour cette nouvelle séquence avec mes deux invités que je vous présente dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes réunis au cœur de ce salon industriel qui se tient au Parc des Expositions de Rennes pendant 3 jours. 250 exposants, principalement de Bretagne et des Pays de la Loire, puisque c'est un salon interrégional. Ils sont sous-traitants, ils sont fabricants d'équipements industriels ou spécialistes du service aux entreprises industrielles. Et tous réunis ici, autour de ce plateau, nous on est vraiment au cœur du salon. Et sur ce plateau, ce sont des chefs d'entreprise, des acteurs de l'économie qui viennent évoquer avec moi les grands sujets, les grandes problématiques, les grands enjeux autour de l'industrie. On parle pas mal, évidemment, dans ce salon cette année, de digital, de numérique, d'intelligence artificielle, de cybersécurité. Ce sont des sujets forts, des sujets préoccupants pour les industriels. Là, en l'occurrence, on va essayer de comprendre la manière de bien s'y prendre quand on veut s'intéresser à l'intelligence artificielle. Claire Augry, bonjour. Bonjour. Claire, vous êtes responsable développement conseil en intelligence artificielle et en projets innovants à Images et Réseaux. Oui. Images et Réseaux, c'est le pôle de compétitivité du numérique dans le Grand Ouest. Depuis 20 ans, vous êtes vous-même basé à Nantes et le pôle, lui, a ses bureaux entre Lannion, Rennes et Nantes. Exactement. Jean-Charles Rongère, vous êtes associé et directeur général de CrossData. C'est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle, créée en 2019. Vous accompagnez les entreprises sur tous les métiers relatifs à l'intelligence artificielle, des petites comme des grandes. Vous êtes basé à Angers, à La Roche-sur-Yon et à Paris, avec une quinzaine de collaborateurs. Vous intervenez, d'abord vous adhérez au pôle de compétitivité, il faut le dire, et vous intervenez également auprès du pôle sur les sujets d'intelligence artificielle. Voilà, j'ai brossé à grands traits le profil de mes deux intervenants. Ce pôle de compétitivité aujourd'hui, quelle est sa mission de façon générale sur les enjeux, sur les questions numériques et plus spécifiquement sur les questions d'IA? Claire Augry. Alors, sur les enjeux numériques d'une manière générale, c'est de favoriser l'innovation technologique. Voilà, notre rôle, c'est d'être catalyseur, de faire la passerelle entre le monde économique et le monde académique pour vraiment faire émerger des innovations sur le plan du numérique. Donc, vous n'avez pas le détail des 6 domaines technologiques sur lesquels on travaille, mais l'intelligence artificielle en est un justement. En mettant en relation toujours les entreprises, les centres de recherche et les grandes écoles ou universités. Exactement, et au-delà de les mettre en relation, c'est les aider à monter leur dossier, les aider à trouver des guichets de financement et les aider à valoriser leurs innovations et leur donner un maximum de visibilité. On a un mantra qui résume assez bien la mission du pôle, c'est d'agir en faveur d'une technologie numérique 100% souveraine, sécurisée et soutenable, ce qui vous donne le portrait des projets qu'on souhaite faire émerger sur les territoires bretons et ligériens. Très bien, belle ambition. Tout à fait. Plus facile à dire qu'à faire. Mais on a des acteurs performants sur le territoire. On n'en doute pas. Et sur l'IA plus spécifiquement? Et sur l'intelligence artificielle, c'est un des domaines technologiques sur lesquels on voit quasiment systématiquement maintenant une dimension dans les projets qu'on accompagne. Ouais. Et on est aussi, en tant que pôle de compétitivité, membre des 2 EDIH. Vous avez à un moment donné, je crois, un plateau TV sur les EDIH. Ah, mais effectivement, voilà. C'est un sujet qu'on a évoqué sur d'autres plateaux. Effectivement, on va rappeler que c'est un programme européen. C'est un dispositif d'accompagnement, même financé par des fonds européens. Donc en Bretagne, ça s'appelle EDIH Bretagne, c'est facile à retenir. Ouais. Et en Pays de la Loire, ça s'appelle DIVA. Mais c'est le même principe? C'est sensiblement le même principe. En Bretagne, on va trouver une coloration cyber un peu plus marquée parce que c'est le territoire historique. Mais le principe, c'est un accompagnement à chaque étape de la vie d'un projet intelligence artificielle, de la formation à l'expérimentation et même à l'industrialisation du projet IA. Et on tient la main des acteurs qui soient publics ou entreprises sur leur projet. C'est un réseau d'acteurs tiers de confiance comme nous, comme nos cousins EMC2 qui sont à l'entrée aussi du salon, par exemple, comme les technopoles. Voilà, tous ces tiers de confiance sont là pour embarquer les acteurs économiques de leur territoire. Et c'est des acteurs triés sur le volet comme Jean-Charles à CrossData, qui ont répondu à un cahier des charges, qui sont expérimentés, qui sont locaux et voilà, qui sont capables aussi d'embarquer ces entreprises. Uh-huh. C'est aussi des conseils, ces dispositifs, c'est aussi des conseils sans tabou sur des sujets d'éthique. Sans tabou sur les sujets d'éthique liés à l'intelligence artificielle,
sur les sujets de cyber, parce Ouais. que l'un ne va pas trop sans l'autre quand même, Ouais. et sur des sujets de numérique responsable. Et c'est du financement, ça on l'avait dit dès le début. Ouais, c'est du financement, Voilà. effectivement, notamment avec cette dimension européenne et du financement dont il faut savoir profiter. Parce que Exactement. l'IA, aujourd'hui, tout le monde en parle, à peu près tout le monde en parle. C'est ce que vous disiez, il y a guerre de projet, il n'en est pas question à un moment ou à un autre. Vous sentez venir chez CrossData j'allais dire une mode, mais c'est plus qu'une mode, c'est pas une question de mode d'ailleurs, c'est ce besoin, en tout cas, cette appétence pour l'intelligence artificielle. Alors oui, on la sent et elle évolue vraiment vite. C'est-à-dire que nous, quand on a construit l'entreprise en 2019, on avait plutôt affaire au service R&D. Là, aujourd'hui, on est vraiment au plus proche des cœurs de métier de l'entreprise et tout le monde souhaite s'en emparer. Les grandes questions que les gens se posent en ce moment, c'est comment le mettre en œuvre. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le mettre en œuvre. L'intégration de l'intelligence artificielle dans une entreprise, ça passe par plusieurs objectifs. Il y en a un qui doit rester collé au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et c'est pour ça que nous, on accompagne dès le début sur le conseil et réfléchir si finalement l'IA est utile ou si c'est juste une bonne idée, mais qui n'est pas tellement rentable. Et alors, votre intervention se déroule de quelle manière quand vous êtes sollicité pour, si je comprends bien, d'abord sur la question de l'opportunité de l'IA. La première question à se poser, donc ça va être plutôt des missions d'accompagnement, c'est quelle va être l'utilité, comment j'en tire un retour sur investissement, est-ce que c'est complexe à mettre en œuvre et surtout est-ce qu'on est proche de l'état de l'art finalement ou est-ce qu'on est proche plutôt de solutions du marché qui fonctionnent déjà, qui sont déjà éprouvées. Et il y a aussi deux autres enjeux qu'il faut envisager. Le premier qui est culturel, est-ce que je peux faire rentrer ça finalement dans mon entreprise? Et le second qui va être de l'ordre des process, les échecs, qu'on parle des réussites aujourd'hui, des projets d'IA, les échecs sont plutôt liés à des problèmes culturels. Je n'ai pas assez accompagné en amont et donc il y a une levée de bouclier. Et d'autres vont être liés à des process. J'ai essayé de mettre un outil, parce que l'IA reste un outil, c'est ni plus ni moins que des mathématiques, c'est ni plus ni moins que des mathématiques plus de l'informatique, donc avec toutes ces contraintes-là. J'ai essayé de mettre un outil là où il y avait un problème d'hommes et de femmes ou un problème de construction d'entreprise. La réussite des projets, elle passe principalement par les humains qui la composent, la qualité de la donnée, données de mauvaise qualité, IA de mauvaise qualité, la technologie ne venant rapporter qu'une seule chose, c'est le coût. C'est-à-dire peut-être que c'est pertinent, mais que le retour sur investissement n'est pas assez important pour se lancer dans cette démarche. Donc beaucoup de questions qui se posent et qui touchent d'ailleurs à tous les départements, tous les domaines d'activité de l'entreprise. La première question à se poser, c'est laquelle? Au final. À quoi ça sert? Ouais. On est passé, nous, il y a 5 ans, à je n'ai pas de budget R&D pour ce sujet, à mon comité de direction a dit qu'il fallait que j'en fasse. Ouais. Dans l'un, on voit bien que l'objectif, c'était le budget R&D, donc c'est même pas le à quoi ça sert, c'est le à quoi ça va servir dans longtemps. Et là, on me dit qu'il faut que j'en fasse. Donc la première question, c'est à quoi ça va me servir? Où sont finalement les gisements de sujets, les gisements d'efficacité industrielle, opérationnelle, de process, de produits, tout ce qu'on peut imaginer en efficacité. Les autres qui vont être plutôt de l'ordre de la nouvelle création de valeur. Est-ce que l'intelligence artificielle va me permettre d'apporter un nouveau service, une performance complémentaire à mes clients aussi? Donc il ne faut pas uniquement le voir comme on le voit beaucoup aujourd'hui comme étant un objectif de rationalisation des coûts, mais plutôt aussi d'opportunité de création de valeur pour ces parties prenantes du fournisseur au client. Claire Augry, vous avez le sentiment que parfois, effectivement, les entreprises qui viennent vous voir n'ont pas pris le sujet par le bon bout de la lorgnette, c'est-à-dire que ne se pose pas forcément d'abord la question de savoir si c'est une solution technique parmi d'autres adaptée à leurs problématiques. Autrement dit, on n'entre pas dans un sujet IA, on entre dans un sujet d'optimisation de son fonctionnement, de réorganisation de ses flux et de ses process, et ensuite, on voit si l'IA est une solution. C'est plutôt comme ça qu'il faut aborder la sujet. Effectivement, je ne me permettrai pas de dire qu'il y a des entreprises qui viennent nous voir pas par le bon bout de l'Internet. Chacun vient nous voir avec son bagage, sa culture, ses envies. À nous, par contre, comme je disais tout à l'heure, de la prendre par la main et de dire, écoutez, peut-être qu'on va commencer par faire ce que nous, on mène au sein de ces EDIH, des accompagnements à la stratégie IA, construire une feuille de route comme n'importe quel projet, comme quand vous avez mis en place un ERP, un CRM, voilà, n'importe lesquels des projets. On va discuter de la gouvernance de ce projet, des objectifs de ce projet, du budget de ce projet, de la data puisqu'il s'agit d'IA, etc., etc. Et donc, on va parler de conduite du changement dans l'entreprise. Et on va les amener à traiter ça en parallèle.
oui, on peut mettre en place un POC, une expérimentation. Mais si la data n'est pas structurée, on va aller dans le mur dès le début. Et donc, voilà, c'est juste une question de diplomatie pour l'exploser. Mais voilà. Avant qu'on parle de données, de data, évidemment, sujet qui est central, vous parlez de conduite du changement. Et pour rebondir sur ce que Jean-Charles nous disait tout à l'heure, quand on parle de conduite du changement, on parle des hommes, des femmes de l'entreprise, des équipes. C'est peut-être pas la première, mais c'est une des toutes premières questions à se poser dans le déploiement d'un projet IA. Ouais, comment mon équipe, elle est partante pour le projet, de quoi elle a besoin pour finir de l'être, comment est-ce qu'elle est partie prenante de cet engagement collectif de l'entreprise à se structurer autour de l'IA et de quoi elle a besoin. Ouais. Et donc, il y aura une étape qui va arriver très, très, très vite dans cet esprit-là, c'est la sensibilisation et la formation des collaborateurs. Et on a tendance à plébisciter de former tous les collaborateurs. Parce que ça va être un sujet... pour démystifier, déjà un peu. Pour démystifier, pour dire ce que c'est que l'IA, vraiment, ce que ça fait, puis ce que ça fait pas, parce qu'en fait, c'est pas de la magie, c'est pas de l'automatisation, etc. Donc, bien rappeler, pour dire aussi, l'IA, c'est pas là pour me piquer mon job, ça va pas me remplacer, ça va me donner des outils. On avait évoqué le 1985, quand Excel est... Bon, j'étais bébé à l'époque. Quand Excel est arrivé, tous les comptables de France et de Navarre et du monde entier se sont dit « Ouh là 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 là, et mon job, ma calculette, qu'est-ce qui va se passer Excel va me piquer mon job. » Parce qu'aujourd'hui, il y a un comptable qui serait capable de lever la main pour dire que oui, Excel lui a piqué son job. Non. Voilà, les compétences, elles sont là, parce qu'il faut accompagner. C'est le syndrome de la robotique qu'on a connu dans l'industrie, effectivement, dans les années 70. On fait référence au fait que vous avez déployé un service qui s'appelle l'accompagnement IA pour travailler autour de ça, et je vous invite à regarder ou à revisionner le plateau que nous avons réalisé avec Julie Bourré sur ce sujet. Ça fait le lien. Alors, le projet IA, a priori, est opportun, justifié au regard des besoins de l'entreprise. Il peut éventuellement se dérouler dans de bonnes conditions parce que les équipes sont sensibilisées, mobilisées, etc. Étape suivante. On parle des données. C'est le sujet après. L'étape suivante, ça va être un peu de le cadrer, ce projet, d'écrire un peu son cahier des charges, je veux dire tester plusieurs choses. Quelles sont les bonnes technologies à mettre en œuvre? Est-ce que ce sont des technologies plutôt sur étagère, donc faciles à mettre en œuvre, déployer facilement, mais avec un risque de non-performance, ou bien est-ce qu'on veut quelque chose de sur mesure? Et on doit vérifier justement à ces étapes comment ça va s'intégrer dans le process de manière fine, quelles sont les données qui sont à disposition, est-ce que leur qualité permet d'atteindre un niveau de performance qu'on souhaite avoir. Ça, c'est l'étape suivante, qui ensuite va dire si oui ou non, parmi l'ensemble des choix possibles techniques, là, ça y est, on a fait le choix humain déjà, et le choix financier, si parmi l'ensemble des choix techniques, on peut atteindre l'objectif qui est attendu par l'entreprise. Et pour faire ça, il y a un gros travail d'identification des données. C'est pas un gros travail. Il y a en tout cas des tests à faire sur la qualité des données. D'accord. La quantité étant assez rarement un sujet, puisque c'est souvent identifié en amont si on a assez de données ou non. La qualité étant souvent plus... on le découvre quand on ouvre le capot. C'est plus la qualité que la quantité qui... Tous nos clients nous disent j'ai des données de bonne qualité. Bon, bizarrement, tous nos projets, on passe un peu de temps à nettoyer tout ça. Oui. D'accord. Et donc ça, cette collecte de données s'effectue dans l'entreprise. Alors, on va aller chercher... auprès des machines, les données qu'elles sont capables de collecter, quitte à faire installer des capteurs sur les machines. On va gérer un certain nombre de données qu'on collectait peut-être sans y prêter une grande attention et donc qu'on ne prêtait pas. Enfin, c'est pas si évident que ça finalement, la donnée aujourd'hui dans l'entreprise. Il y en a beaucoup, collectées par différents canaux, avec différentes caractéristiques, pas forcément cohérentes entre elles. C'est un gros ménage quand même à faire. Ça va vraiment dépendre de la maturité de l'entreprise par rapport à son système d'information. De la maturité de l'entreprise par rapport à son équipement matériel aussi qu'elle a déjà et à l'objectif qu'on cherche. On a des projets très complexes au niveau algorithmique qui demandent assez peu de données et des projets très simples qui demandent beaucoup de données. Donc, c'est une réponse un peu difficile à donner, l'ensemble étant la qualité. Et ça, aujourd'hui, les entreprises en sont assez conscientes, même si ce n'est pas parfait partout. Et oui, ça reste une part importante. Nous, on considère que le nettoyage des données et son intégration sur un projet d'IA, il représente environ 10% du travail. Et il n'est pas forcément à charge de l'entreprise. Et il y a bien évidemment des choses à mettre en œuvre. Mais ça se détermine avant de lancer le projet. Ça, même dès le début, juste après on va dire pendant l'accompagnement, même conseiller que peut faire Imager Réseau,
on peut voir déjà s'il y a un gros chantier ou pas un gros chantier. D'accord. Ça fait, voilà. On l'évalue assez vite. Déjà, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion de la data, on va se douter qu'il y a un petit... C'est ce que j'allais vous un demander. petit Les vide. entreprises qui sont concernées par ce dont on parle ce soir, c'est des TPE, des PME. C'est pas uniquement des grosses entreprises, voire des Alors- ETI avec un staff, une DSI. Voilà, Non, pas ça du peut ça peut être la PME qui n'a pas de. Alors, c'est beaucoup voilà. de PME, Voilà. mais c'est le tissu économique aussi de Bien sûr. nos régions, des ETI, et puis c'est aussi de plus en plus des collectivités. Ouais. Voilà. Et ce sont des gens, le message à passer, c'est de leur dire, vous pouvez concevoir et déployer un projet d'IA, même si vous n'avez pas en interne une DSI hyper structurée, une équipe Oui, IT. on va donner des guidelines, on va prendre par la main, on va mettre en relation avec des partenaires qui sont tout à fait adaptés à à cette typologie d'acteurs. Ouais. Et voilà, qui vont vraiment les chouchouter dans cet esprit-là. Si je vous demande combien coûte le déploiement, la conception et le déploiement d'un projet IA, vous allez me répondre évidemment, ça dépend de tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent. Alors, si je pose la question autrement, il est probable, souhaitable qu'un projet IA permette à l'entreprise d'améliorer sa compétitivité, sa performance, donc soit générateur de chiffre d'affaires supplémentaire ou d'amélioration de la rentabilité. Aujourd'hui, clairement, on a des exemples concrets d'entreprises qui, en misant sur l'IA, ont amélioré leur rentabilité, leur performance. C'est ça le message à passer. Alors, le projet qui coûte trop cher, c'est celui qui n'est pas rentable. Oui. Et l'envers de cette pièce, c'est la capacité à investir. C'est-à-dire qu'on a, nous, parmi nos clients, des PME, des ETI, des grands comptes. Ouais. Les PME peuvent être celles qui mettent le plus d'argent sur la table, mais celles qui ont le plus gros retour sur investissement. Si on analyse un peu tous les projets qu'on a fait, nous, depuis plus de 6 ans, on en a plus de 150 à notre actif. On est sur un minimum de retour sur investissement de 10% et en moyenne, on est autour de 30%, avec un pic sur un client qui a eu, chez qui on a automatisé 80% de son flux de travail et qui était une PME. Et industriel ? Pas industriel. Sur les PME industrielles, c'est un peu... Ça dépend aussi vraiment. Enfin, là, pour le coup, je ne vais pas me lancer dans des chiffres. D'accord. Et chez un industriel, par exemple, de votre expérience, de ces 6 années de création de cross data, quel type de projets intéressants, les plus intéressants, on a pu mettre en place? Les projets qui ont été les plus, on va dire, les plus rentables sont plutôt ceux qui sont liés à la data science, qui est à l'intelligence artificielle générative, plutôt liés à des enjeux d'optimisation, tout ce qui va être autour des flux, de l'ordonnancement, du stock, ces sujets-là où là, il y a vraiment des grosses valeurs à aller chercher. D'accord. Sur des sujets plus IA générative, donc ChatGPT, ses petits copains, on n'a aujourd'hui pas assez de recul, même si, et là, on va plutôt surtout toucher les fonctions services de l'entreprise et moins celles qui sont au cœur de l'usine et au cœur du métier des industriels. Sur l'aspect industriel, process industriel, cette IA première génération que vous évoquiez tout à l'heure, elle permet d'aller plus vite dans le traitement des données, elle permet de faire un peu plus de prédictif pour la maintenance, par exemple. C'est à ça qu'on fait référence? Oui, il y a plusieurs cas d'usage. Les plus connus sont la maintenance prédictive, prédire un chiffre d'affaires, prédire des commandes. On peut tourner autour de tout ça, prédire des stocks. Et ça va être après surtout optimisé. Une fois qu'on a fait cette prédiction, souvent, c'est des choses qui sont assez combinées. Je suis capable de prédire un niveau de stock. Bon, maintenant, il faut que j'optimise tout le flux qui va derrière. Et c'est plutôt ceux-ci qui sont les plus rentables, en tout cas, nous, ce qu'on constate sur le terrain. Alors, enjeu de performance et de compétitivité, je crois que c'est à peu près clair pour tout le monde et c'est le premier regard que le chef d'entreprise va porter sur un projet en général, mais ce n'est pas le seul enjeu. C'est important de parler d'autres enjeux. Il y a l'enjeu de cybersécurité, il y a l'enjeu humain, formation Acceptabilité, personnelle, l'enjeu de responsabilité environnementale aussi, peut-être on peut en toucher un petit mot. Ouais. Tous ces enjeux-là, ça fait partie du tableau, j'allais dire, quand vous parlez du sujet avec des dirigeants. Ça fait effectivement partie du tableau. Le sujet, je dirais plutôt du numérique responsable. Oui. Et par responsable, on entend justement social, sociétal et environnemental. Oui. Et ces trois piliers, en fait, il est important de les traiter, adossés à des logiques de sécurité, de cyber, parce que l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que c'est aussi un outil pour déployer des nouveaux outils très fantaisistes de cyberattaque. C'est un outil dont devraient s'emparer aussi les défenseurs, les cyberdéfenseurs, mais c'est aussi un outil qui peut ouvrir la surface d'attaque. Donc le volet cyber me semble complètement cohérent.
Et puis ça peut être parfois aussi un petit questionnement, un petit débat sur la logique de souveraineté. Oui. Parmi les entreprises qui nous contactent sur leur envie d'aller sur l'intelligence artificielle, il y a par où je commence, ça c'est effectivement la question numéro 1, mais il y a aussi, oulala, tous ces outils américains, moi ça me fait un petit peu peur. Et typiquement, dans la démarche d'accompagnement des EDIH, qu'ils soient bretons ou ligériens, on a aussi cette approche de dire privilégier des algorithmes développés pour vous, sur vos infrastructures, un petit regard sur la data, mais un petit regard aussi sur votre hébergement. Oui. Où est-ce que vous êtes hébergé, comment, quel cloud, voilà. Toutes ces questions-là de sécurité, de souveraineté, et c'est ça aussi qui fait un numérique responsable. Des solutions locales, conçues par exemple à Rennes, et des données hébergées sur des serveurs locaux, c'est la clé, c'est finalement le meilleur moyen de se protéger et de rassurer. Ça peut l'être, en tout cas. La souveraineté des données, en tout cas, c'est une chose très importante. Et la souveraineté des solutions aussi. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate quand on fait l'analyse de l'ensemble des solutions d'IA, avoir une solution souveraine permet d'atteindre les mêmes niveaux de performance. La différence venant souvent soit du coût, parce que qui dit souverain dit probablement un coût un peu plus élevé, puisque les hébergeurs souverains ont des obligations de rentabilité un peu différentes de ceux qui vendent des solutions au monde entier. Et eux sont obligés d'être rentables, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble de ceux qui fournissent des choses. Donc, nous, ce qu'on constate en tout cas dans tous les projets sur lesquels la souveraineté était un sujet, ça n'a jamais été un frein technique pour tenir ça. C'est-à-dire qu'avoir aujourd'hui une solution souveraine permet d'atteindre quasiment le même niveau de performance qu'une solution non souveraine. Ça, c'est pour le premier sujet. Et après, le delta, on va dire, de prix entre une solution non souveraine et une solution souveraine, parfois peut être important. Mais là, c'est au regard des attentes et des objectifs de l'entreprise en elle-même qu'elle doit se positionner. Souvent, ceux qui ont déjà l'habitude de ce genre de métier ne se posent pas trop la question et donc vont directement vers le souverain. Pour les autres, il y a un peu d'éducation. Mais on va dire que les événements géopolitiques et les bouleversements outre-Atlantique font que les gens sont beaucoup plus sensibles. C'est une très bonne chose. Il y a des sociétés formidables en France pour faire de l'hébergement souverain, qu'elles soient locales ou avec un rayonnement national. De la même manière, des sujets, on va dire, d'IA, c'est très portable au niveau souverain. Pour une simple et bonne raison aussi, c'est que l'intelligence artificielle est assez proche de l'open source et de l'open science, ce qui veut dire qu'un grand nombre des algorithmes qui sont produits sont souvent ouverts et donc les data scientists peuvent les exploiter avec un niveau de performance équivalent. Est-ce que vous avez dans votre expérience, à la fois au pôle et puis dans votre entreprise, un exemple d'une entreprise ayant mené une démarche d'implémentation d'un projet IA emblématique, intéressante, vraiment percutante, qui vous a marqué et qui nous permettent à la fois de rassurer sur la faisabilité des choses et puis sur leur résultat? Nous, nos sujets sont surtout en accompagnement de mise en œuvre de stratégies en intelligence artificielle. Mais sur une trentaine d'accompagnements qu'on a pu faire, typiquement, c'est le chef d'entreprise qui dit « j'ai envie d'y aller, le train il passe, mais je ne sais pas par où commencer » et qui ressort plutôt très heureux parce qu'il a fédéré ses collaborateurs, en grande partie, pour ne pas dire tous, autour du projet et chacun a compris que ça rentrait dans l'ADN. Il a construit une feuille de route collective, donc il est certain d'impliquer tout le monde et il a posé tous les jalons du projet, donc il est en maîtrise. Donc il a sa boussole, il sait où y aller. Voilà, donc on est un petit peu de temps tout ça quand même, faut le préciser. C'est un peu. C'est pas des projets qu'on mène la va-vite. Non. Voilà. Après on a une méthodologie pour s'assurer d'embarquer ce genre de projet dans un délai qui reste quand même très raisonnable. On ne parle pas de 2 ans. Et on accompagne de la même manière. Là, on a cette communauté de communes, par exemple, qui sont sur ce schéma-là, là tout de suite en ce moment. Mais le projet le plus marquant dont moi j'ai entendu parler, c'est quand même ton projet, Jean-Charles, je ne sais pas si tu cites le nom ou pas, mais avec ton sujet de clé, là. Je ne sais pas si c'est celui-là dont tu voulais parler, mais racontez-nous. Celui-ci, je peux en parler. Je le trouve extra, quoi. Donc, c'est une PME du territoire ligérien qui a, elle, une problématique qui est son SAV. Son métier, c'est de fabriquer des corners où on peut aller faire son double de clé chez Leroy Merlin. Chaque jour, ils reçoivent en fait des SMS de gens qui tiennent ce corner mais qui ne sont pas serruriers et à qui on demande de faire un double de clé. D'accord. On connaît tous ça, on a tous fait.
Et donc, eux, ils reçoivent des photos d'une clé prise dans une main où on vient leur demander c'est quoi le modèle pour que je puisse donner le modèle à la bonne personne. Oui. C'est entre 200 et 1000 SMS reçus par jour, Ah oui. du lundi au dimanche. Et pour eux, on a développé une application où vous prenez en photo la clé recto verso et ça vous donne le bon modèle. Et donc D'accord. là, le gain, aujourd'hui, tous les magasins en France qu'ils accompagnent en sont équipés. Il y a plus de 1000 magasins, je crois, de mémoire. Ça leur a fait gagner un temps fou pour SAV. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une PME de 30 personnes qui n'a pas de responsable informatique, dont le métier est de fabriquer des coins où vous pouvez faire des clés, qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, Ouais. mais qui avait un problème métier très précis qui est je dois gérer mon SAV. Et dans les projets plus industriels, On est sur du traitement d'image, très pointu. exactement. En fait, il n'y a pas de modèle préexistant de clé, donc on a développé le même modèle et aujourd'hui, vous savez reconnaître une clé parmi 233 modèles qui composent 95% du parc français. Les 5% restants étant des trucs bizarroïdes qui sont assez peu demandés. Voilà. D'accord. Et peut-être que l'IA les apprendra d'ici quelques années. Peut-être. Peut-être. Et L'autre exemple. un autre exemple plutôt industriel, moi, dans les premiers qu'on a menés, on accompagnait un sous-traitant rang 1 dans l'automobile. Il y avait des problématiques en fait d'organisation de ces flux. Et ce qu'on a pu faire chez eux, donc société de 300 personnes qui fonctionnait en 3-8. Et le sujet chez eux, c'était l'organisation en fait complète. Donc ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu modéliser l'ensemble de leurs contraintes, trouver le point d'équilibre et on a amélioré de manière significative le TRS. Je n'ai pas le droit de vous donner les chiffres. Ceux qui sont ici, on pourra en reparler une fois que j'aurai posé mon micro. Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez m'écrire. Ouais. Mais il y a un vrai sujet. Et là, les gains pour cette PME, ils sont vraiment, vraiment très intéressants. Et ça, c'est vraiment un des sujets en industrie, en tout cas, qui m'a le plus marqué. Il y en a d'autres dans la maintenance prédictive aussi, où finalement, on a pu vraiment accompagner l'ensemble des équipes maintenance à faire du meilleur boulot. Là, pareil, je ne peux pas vraiment en parler plus. C'est les trois principes. En tout cas, vous nous garantissez que ça fonctionne avec des résultats tout à fait significatifs. Je vais d'ailleurs insister sur une chose, c'est la mesure de la performance. C'est-à-dire qu'une fois le conseil passé, on a écrit un chiffre, il faut le vérifier au fur et à mesure. Je veux dire, c'est un job d'ingénieur, c'est pas un job de gens qui rêvent dans un coin. C'est des mathématiques, l'intelligence artificielle, et ça doit se mesurer. Et il faut surtout pas y aller si ça ne se mesure pas. Ouais, tout à fait. Alors, on peut demander à l'intelligence artificielle de le mesurer aussi. ouais, dans le même esprit, pour insister sur cette mesure et cette performance, un autre accompagnement, projet qu'on a monté, là, qui est lauréat iNov pour le pôle et pour France 2030. C'est pas tout à fait de l'industrie, mais c'est une entreprise nantaise qui développe des algorithmes prédictifs pour optimiser la commande dans les grandes surfaces, dans les grandes distributions. Ouais. Et l'impact là lié à cette performance, au-delà de rendre plus confortable le métier de celui qui passe les commandes de boîtes de conserve. Et là, ils sont en train de travailler sur un algorithme pour les fruits et légumes, les produits frais, donc quelque chose de très spécifique avec davantage de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et le truc génial, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bien sûr. Parce que si les grandes surfaces ne sont pas au cordeau sur leurs commandes, tout ça va filer à la poubelle des légumes moches parce qu'on n'achète pas nos légumes moches. Donc c'est quand même des enjeux qui redonnent le sourire aussi de ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle qui ne soit pas juste de l'informatique. Voilà. L'intelligence artificielle, ça marche, ça fonctionne avec des résultats très concrets dans un certain nombre d'entreprises qui se sont lancées, à condition de prendre le sujet par le bon bout, de poser les bonnes questions dans le bon ordre et de ne rater finalement aucune des étapes que vous nous avez présentées ce soir. Claire Augry, responsable développement chez Images et Réseaux, et Jean-Charles Ronger, associé directeur général de CrossData. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Une bonne journée et un bon salon. Au revoir. Bon salon.